إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. Hassan II pressent le drame, mesure que le croissant démographique mande le développement agricole plutôt que l'industrialisation massive. Dans un pays où les sécheresses cycliques sont coûteuses pour les paysans, de grands travaux hydrauliques s'imposent. 12 nouveaux barrages sont aménagés. Le morcellement et la redistribution des terres sont pratiqués. La mécanisation et le crédit agricole soutenus. Néanmoins, l'aristocratie foncière veille au grain. 3% de la population. Elle contrôle 30% des terres cultivables. Le défi demeure en dépit des acquis. L'exode rural se poursuit et prend de plus en plus une allure irrésistible. La ville apparaît alors aux paysans sans terre d'un attrait magique. Le fellah espère trouver un gagne-pain et un monde meilleur pour ses enfants. Casablanca, métropole moderne dont la population est aujourd'hui de 3 millions d'habitants, symbolise tous ses espoirs. Ville grouillante, lieu de négoce des grandes entreprises, on y couvre un autre rythme, d'autres bruits, des concitoyens venus d'ailleurs. Casablanca, ville déversoir, double sa population tous les 10 ans. L'explosion urbaine rend malaisés les ports étatiques d'aménagement et beaucoup de sans-abri n'ont d'autre horizon que celui des bidonvilles qui ceinturent la ville. Entre Fès, l'Andalouse et Marrakech-la-Rouge, d'importants travaux de télécommunications et d'hôtellerie permettent au Maroc de développer son industrie touristique. Les splendeurs de ce royaume ancien et moderne ne cessent d'intriguer les visiteurs. Mais pour les Marocains, l'emploi, c'est aussi et surtout dans les petits ateliers artisanaux et dans l'industrie légère qu'ils le trouvent. Nous sommes loin ici d'un Silicon Valley. Des milliers de Marocains ont fait l'expérience du travail mécanique et technique dans les mines de phosphate, dans les petites entreprises du textile ou de l'agroalimentaire. L'État a un rôle moteur comme premier employeur et investisseur du pays, mais il ne peut tout faire. En attendant, des mutations profondes de sociétés marocaines sont perceptibles. Au seuil du désert, comme dans les villes, les Marocains ont échangé l'âne pour la mobilette. Objet de statut social, la mobilette deviendra-t-elle ici ce que la bicyclette est au... Premièrement, consolider le Grand Maghreb arabe au nord de l'Afrique. Deuxièmement, renforcer la coopération franco-marocaine. Sire, en accueillant officiellement à Paris Votre Majesté, je tiens à vous dire quel prix nous attachons à votre visite. Ici, vous êtes, sire, par excellence, le bienvenu. Vive le Maroc! Hassan II se lie aux États-Unis, dont le poids dans les affaires mondiales est sûr, tout en gardant cependant des liens d'amitié avec les pays socialistes. Modéré, le roi joue un rôle de médiateur au sein du monde arabe, dont le Maroc est partie intégrante.
le pays profond, la sécheresse brûle la terre. L'explosion démographique ne laisse guère de répit. Pour une population dont près de 40% sont berbères, migrer en ville, c'est aussi faire l'apprentissage de la solitude, de la course effrénée pour trouver un emploi, souvent mal rémunéré. Le cas échéant, l'oisiveté forcée, la promiscuité des bidonvilles éveillent les frustrations, parfois la violence sociale, comme ce fut le cas en 1965 à Casablanca. Les archives. Oui. Voilà, sur le sargent des archives. L'État marocain a hérité du protectorat français un système bureaucratique centralisé où les sujets doivent obéissance à l'autorité qui a le culte des fichiers et des dossiers. Pour des fonctionnaires aux revenus modestes, ce pouvoir en dissimule d'autres. Ici, qu'est-ce que c'est exactement? C'est un rôle 72. Tu fiches de carte d'identité de 1972. Ah, depuis 1972 jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est les fiches de tout le monde. Oui. C'est le registre ici. Qui sont enregistrés ici, oui. 72, 73, 93. Toutes les années. Alors, ça, c'est ce monsieur qui a fait l'application. Ah oui, il y a des gens réservés pour obtenir un passeport. Ça, c'est la feuille d'application. Pas carte nationale. Ça, c'est une photocopie de la carte nationale. Les impôts, les constructions et les expropriations. C'est ça, c'est parce qu'elle a reçu des denrées alimentaires. Voilà, exactement. Chaque élève est là, une fiche. Ici, donc, les femmes viennent pour prendre des cours et des... Ah oui, comme des cours. Et qu'est-ce que c'est ce grand tableau ici? Ce sont les mères des enfants qui sont inscrites dans le centre. Elles reçoivent des leçons et ensuite d'études et des racines. Monarque, roi, couronne, palais. Autant de mots qui suscitent des images et évoquent des mystères. Qu'est-ce donc que le métier de roi? Et qui est Hassan II? En général, je commence ma journée assez tôt, à partir de 9h15, 9h30. Je commence à travailler pendant mon petit déjeuner. Et par la suite, vers 10h30, je prends un exercice physique quelconque. Quand je peux monter à cheval, je monte à cheval. Quand je ne peux pas, je joue au golf. Pendant ce laps de temps, du reste, les choses continuent à se traiter, soit par téléphone, soit par ordre à donner et à recevoir. Je déjeune en général entre 1h30 et 2h. La plupart du temps avec quelques ministres. Après un repos, bien je reprends mon travail entre 17h et 17h30. Ce travail n'est pas toujours le même. Il peut aller, comme vous avez pu le constater depuis la présidence d'un conseil des ministres, à une commission interministérielle, à la remise de fonctions ou de haut grade dans l'administration civile ou militaire. Il se peut aussi que je reçoive des gouverneurs ou d'autres hauts fonctionnaires. Et puis, à partir de 7h30, je rentre chez moi. Toujours avec énormément de courriers à signer, des avis à donner, des orientations, des directives. Et ça n'arrête pas. Quel est le personnage, le roi Hassan II? Il est certain que ce personnage change beaucoup, tant vu par soi-même, selon les états d'âme et les moments, que vu par les autres. Et même en pleine subjectivité, le sujet ne peut pas être analysé de la même façon ni sous tous les angles. Par exemple, quand je me juge et que je juge mes actes, ça dépend du moment, du cadre, de l'heure de la journée, du travail accompli, des problèmes en suspens, de la façon dont certains ont été résolus. Il est certain que le jugement n'est pas toujours le même. Je pense que tout jugement porté sur ma personne maintenant, dans l'état actuel des choses,
dans cette bouilloire qu'est l'humanité, dont on ne sait s'il faut aborder ces problèmes démographiques ou ces problèmes de nutrition, ces problèmes d'équilibre social, ou ces problèmes de paix familiale. Il est certain qu'on voit mal le cheminement que peut faire un petit navire sur cette bouilloire. Mais l'humanité ne peut pas permettre, dans cette deuxième moitié du XXe siècle, de porter un jugement quasiment définitif sur un responsable à l'échelon étatique. Très tôt, tant de l'extérieur qu'à l'intérieur du royaume, Hassan II doit affronter les risques du métier. La frontière entre l'Algérie indépendante et le Maroc demeure incertaine. Elle est à l'origine de la guerre des sables qui, en 1963, les opposera dans la région du Tindouf, près des marches saharines. Le retrait des troupes marocaines laisse entier le contentieux. En 1965, Mehdi Ben Baka, leader prestigieux de l'opposition marocaine, disparaît à Paris. On pointe du doigt le ministre de l'Intérieur, le général Oufkir, et une crise diplomatique éclate entre Rabat et Paris. Des épisodes shakespeariens secouent la monarchie en 1971-72. 2 complots, 2 putschs militaires visent à supprimer le roi. Lors d'une réception au palais de Skhirat en juillet 1971, des conscrits tirent aveuglément sur tout ce qui bouge. Hassan II s'en tire indemne. Le scénario reprend 1972, alors que le Boeing du roi est pris en chasse par l'aviation militaire. Mitraillé, le Boeing arrivera à se poser à Rabat, où Hassan II découvre avec stupéfaction que le comploteur n'est autre que son homme de confiance, le général Oufkir, qu'on retrouvera mort. Vous avez été déçu, trompé, trahi même. Vous savez, comment expliquez-vous ces trahisons? Vous savez, il est déjà tellement difficile d'expliquer ce qui se passe en soi qu'il serait prétentieux de décrire ce qui peut se passer dans l'esprit d'autres personnes. D'autant qu'il y a certaines dont je préfère ne pas parler. L'amitié est une chose nécessaire. Un homme qui n'a pas d'amis n'est pas un homme. Et je préfère encore, personnellement, être victime d'une amitié plutôt que d'être l'assassin d'une amitié. Je préfère que... Je ne dis pas que ce soit du masochisme, mais je préfère qu'il soit dit que j'ai été trahi plutôt qu'il soit dit que j'ai trahi une amitié. Je sens personnellement que je ne suis pas moi-même dans un certain nombre d'interviews que j'ai accordées depuis 1 an, 2 ans. Je ne suis pas moi-même parce que j'ai l'impression, vraie ou fausse, que il y a une sorte de curiosité un petit peu morbide, comme celle de ceux qui vont au cirque, pour voir un petit peu de près ce phénomène qui a échappé 2 fois d'une façon miraculeuse à ce que les ordinateurs auraient barré d'un seul coup. J'ai horreur d'être la vedette, j'ai horreur d'être interviewé, j'ai horreur d'être sollicité parce qu'il y a un événement qui amène la curiosité des gens. Étant personnellement très respectueux de la vie des autres, je n'aime pas le côté exhibitionniste. D'autres auraient tout fait au lendemain de ce qui leur est arrivé pour piller les gens et qu'ils viennent le voir. Je peux vous assurer que j'étais personnellement tellement déçu par certaines presses que je suis prêt à payer pour que personne ne vienne plus me voir. Pensez-vous que le général Oufkir est trempé dans le complot de Skhirat et dans la négative? Mais d'une façon générale, je peux vous dire une chose, c'est que tout le monde, toute la presse française se posait la question. Comment est mort Oufkir? Pourquoi est mort Oufkir? Qui est Oufkir? Mais aucun d'eux ne se posait la question comment allait mourir Hassan II.